Bonsoir, merci de suivre ce live ce soir consacré aux oraux qui se déroulent à l'ISC. Alors pour nous parler des oraux de l'ISC, nous recevons ce soir Andrés Atanza qui est directeur de l'ISC et Soraya Chei qui est étudiante en 3e année à l'ISC et qui évidemment a passé ses oraux et qui témoignera de comment ça se passe. Alors Andrés Atanza, vous êtes directeur de l'ISC, donc qui mieux que vous pour répondre aux questions sur les oraux. Puis vous êtes auteur d'un ouvrage, Les oraux dans les écoles de commerce, qui est une bible, des bons conseils et des bonnes pratiques à suivre. Pour bien réussir. Pour bien réussir partout, pas forcément que dans votre école. Non, c'est un travail qui sert à l'ensemble de la communauté, étant donné que les rédacteurs et les contributeurs ont fait le nécessaire pour ramasser tout ce qui pouvait être éparse ici et là dans les écoles, des grilles, des conseils pratiques. Et c'est un outil qui aidera bien entendu les jeunes préparationnaires. Alors les oraux, c'est toujours un grand moment, à la fois parce qu'il y a un Tour de France, donc c'est quand même une épreuve marathon, et puis c'est un grand moment de stress. Pourquoi c'est un moment de stress aussi important? Parce que les coefficients des épreuves orales sont importants. Et donc, il peut y avoir entre 10 et 15, voire 30 coefficients affectés aux épreuves orales. Il ne faut pas oublier qu'il y a entre 3 et 4 épreuves. 2 épreuves de langue, l'anglais, l'espagnol, l'allemand ou autres langues dites rares. Il y a une épreuve LV2 également. Il y a ensuite l'épreuve de motivation. Pour certaines écoles, il y a parfois une épreuve, on continue à travailler sur les mathématiques, physique, et il y a ensuite l'épreuve, pour ce qui concerne l'ISC Paris, une épreuve de culture générale. Donc c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a un enjeu, et si on réussit les épreuves, on peut gagner des points, et un candidat moyen à l'écrit peut gagner 100, 200 places à l'oral. Alors, pour le choix final, c'est très important. On va revenir spécifiquement, épreuve par épreuve, sur ce que vous demandez à votre candidat. Le souvenir que vous gardez comme ça rapidement de ces oraux, est-ce que c'était aussi terrible que ça? Est-ce que c'était aussi impressionnant? Non, finalement, quand on y est, vraiment, on se dit que de toute façon, on n'a plus rien à perdre, que c'est le moment de tout donner. Donc, surtout qu'on est bien accueilli en principe par les écoles. Il y a toute une organisation qui est mise en place pour nous recevoir au mieux. Et donc voilà, on est déjà un peu moins stressé parce qu'on sait qu'on peut compter sur le staff notamment. Et puis, concernant les épreuves en elles-mêmes, pour moi, finalement, j'ai pas trouvé ça terrible. Si je peux parler des épreuves en particulier de l'ISC, les épreuves orales, donc il y avait l'épreuve de culture générale, l'épreuve qu'on appelle le fameux entretien mitraillette, voilà. Parce que c'est une épreuve où on vous pose des questions de culture générale un peu sur tout et n'importe quoi. Souvent, ça peut partir de votre carte d'identité, donc on va regarder le nom de la rue où vous habitez, si c'est le nom d'un auteur célèbre ou d'un personnage historique, on va peut-être vous demander d'où ça vient, si vous avez des notions à apporter sur la question, etc. Et puis, on va surtout tester votre réflexion. Donc, si vous ne savez pas répondre à la question, c'est pas forcément que votre entretien est raté. On va juste voir comment vous allez rebondir à côté et si vous arrivez à vous dépatouiller. Au fond, c'est quoi le principe de sélection? C'est qu'il faut avoir réponse à toutes les questions? C'est une agilité d'esprit? C'est comment on se sort une agilité. Il y a de l'agilité d'esprit, bien entendu, et une réflexion, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un domaine de la culture générale à un autre domaine. Et un exemple, on peut aborder des questions de gastronomie comme du cinéma, parce que le candidat nous dit j'aime le cinéma ou j'aime en particulier la musique, et donc les membres du jury profitent et tentent d'approfondir, de carotter, d'aller en profondeur pour voir en effet si le candidat, ce qu'il nous dit, est sincère et que le discours ne sonne pas creux. Si un candidat nous dit je lis régulièrement la presse économique, les membres du jury vont emprunter ce chemin et vont tenter de voir si en effet le candidat, quand il annonce je lis la presse économique, il a une certaine connaissance, il s'est renseigné, voilà. Quand un jeune homme ou une jeune fille nous dit je suis un spécialiste de la musique classique ou j'ai en particulier je connais les grands patrons français du 440, nous allons tenter d'essayer de comprendre si en effet il a une connaissance approfondie chaque fois du secteur. Ce n'est jamais
des questions pièges. Ce ne sont jamais des questions pièges, c'est plutôt mettre le candidat dans une situation qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Et on va le chercher très très loin. Alors, pardon, on est parti tout de suite sur l'entretien mitraillette, Oui, qui est l'épreuve un peu phare Oui, originale. des oraux. D'ailleurs, Et original, hein, et original. Mitraillette, ça veut dire quoi? Les questions fusent, il faut être très rapide dans ses réponses, c'est siager continu. Et c'est surtout qu'elles vont un peu enfin, c'est très varié, il n'y a pas de thème précis qui est imposé. L'épreuve dure 20 minutes et quand on est dans le feu de l'action, ça passe hyper vite. Donc, voilà, faut savoir rebondir et puis garder un esprit éveillé pendant 20 minutes. Qui mène cet entretien mitraillette? Ce sont deux professeurs de l'école, parfois un professionnel, parfois des anciens élèves qui, très gentiment, anciens élèves de l'école, qui très gentiment parfois viennent, des professionnels viennent. Moi-même, je participe également, parce que je crois qu'il faut être dans l'ensemble de l'équipe pédagogique et apporter sa contribution. Voilà. Donc, on est parti sur l'entretien mitraillette. Si on revenait maintenant sur la base, le départ, comment bien se préparer? L'entretien mitraillette, par exemple, est-ce que ça se prépare? Alors, moi, ça se prépare tout au long de l'année. C'est ça qui est quand même important. Et tout au long de l'année, ça se prépare en lisant. Il faut lire. Chaque fois, je suis surpris des candidats de peu de curiosité. Ils disent, mais j'ai trop préparé pendant la classe prépa, je me suis concentré. Non, je crois que c'est une erreur. Il faut une ouverture d'esprit. Il faut lire les journaux, il faut lire les revues, il faut aller au cinéma, il faut s'intéresser, il faut écouter la radio, il faut écouter la télévision. Il y a un foisonnement de médias. Et aujourd'hui, les jeunes nous disent qu'ils sont branchés. Ben, c'est très bien si vous êtes branchés. Allez-y, cherchez la bonne information et tentez de l'intégrer et la réinterpréter, l'analyser pour, effectivement, pour la restituer au bon moment. Un exemple, encore une fois, parce que samedi, nous étions en contact avec des étudiants et un jeune homme nous dit « mais j'ai fait 3 années de finance ». Eh bien, les membres du jury ont commencé à l'interroger sur la finance. Ils l'ont interrogé sur quels sont les outils de la finance pour la macro-microéconomie. On lui a posé la question quel est l'auteur en économie qu'il préfère. À ce moment-là, il est évident qu'il faut citer un professeur, bien entendu, un grand professeur, un grand auteur. On va lui demander quel est le livre phare dans sa discipline, on va lui demander quelles sont les grandes tendances économiques en Occident, on va peut-être lui demander qu'est-ce que c'est qu'a fait Karl Marx et qu'a fait Keynes. Et tout cela, l'étudiant l'a fait au cours de sa scolarité. Donc c'est bien à un moment donné un travail de synthèse qui s'opère. Alors pour revenir sur la nature des épreuves, vous avez parlé de 2 épreuves de langue, de l'entretien mitraillette. Et de l'entretien de personnalité. Et de personnalité, motivation. Alors, on a une question de Thomas qui nous demande, est-ce qu'il faut avoir à l'avance un projet bien défini? Et si on en a, s'il faut en avoir un, à quel moment ce projet on le présente et on l'expose? Ben, on peut le proposer, et souvent on le propose à l'entretien dit de motivation de personnalité. Mais il y a des élèves, à l'issue de classe prépa, le projet n'est pas ni abouti, il y a un embryon de projet. Il faut en parler. Vous en aviez un? Ce qui est normal, non, pas du tout. J'avais pas de projet précis, en tout cas pas de projet professionnel précis. C'est l'ISC qui m'a aidé justement à le construire. Mais par contre, j'avais des passions, j'avais fait de l'humanitaire par le passé, j'avais eu des expériences. Et justement, c'était le moment d'en parler. Et c'est un entretien justement qui permet de cerner la personnalité du candidat, de savoir si la formation ISC Paris lui conviendra, si il sera satisfait de cette formation au bout de ces 3 années. Et voilà, c'est... Pendant cet entretien, est-ce que vous avez posé la question, qu'est-ce qui vous intéresse chez nous? Pourquoi vous voulez venir chez nous et pas ailleurs? Oui, j'avais consulté un petit peu le site internet, je m'étais renseignée sur par exemple les associations, les projets associatifs, donc j'avais on a un petit questionnaire à remplir juste avant l'épreuve et qui permet, c'est des questions toutes simples, hein, qu'avez-vous fait comme activité par le passé, si vous avez fait des stages, les langues étrangères que vous avez pu étudier, etc. Parce qu'au fond, il y a quand même un jeu de séduction, c'est que vous devez séduire les jurys qui doivent avoir envie de vous retenir, mais l'école, elle doit aussi avoir envie de séduire l'étudiant et lui montrer le meilleur. C'est un jeu de séduction réciproque, bien entendu. Le candidat et la candidate doivent séduire donc le jury, et le jury doit pouvoir dire à un moment donné, nous voulons cette jeune fille, on va lui mettre une très bonne note, pour que le choix final soit l'ISC Paris,
Et bien entendu, les membres du staff, la direction, les équipes pédagogiques sont là pour montrer de façon bienveillante que l'école est prête à les accueillir. Et il faut qu'il y ait adéquation entre le projet de l'école, nos valeurs, notre façon de faire de la pédagogie, et le projet de l'étudiant, ou l'envie de partager et de sentir, on dit souvent dans notre école, il y a une âme quand on rentre chez nous, cette âme on la sent, elle est diffuse et on se sent bien, et on a envie de partager. Eh bien, c'est cette envie qu'il faut donner, et les membres du jury font le nécessaire pour dire, écoutez, faites le choix. Je peux vous dire, mon cher Nicolas, que cette année encore, un étudiant moyen aura vraisemblablement 7-8 écoles. C'est-à-dire qu'il va choisir ses écoles et il aura la certitude, si tout se passe bien, il n'y a pas d'accident, qu'il pourra intégrer une de ces écoles. Donc il va chercher, il va construire rationnellement son choix. Et les écoles vont faire le nécessaire également pour se présenter et dire, là il y a des valeurs, là il y a un projet, peut-être que ce projet correspond à votre envie. Dans l'âme de l'ISC, dans l'ADN de l'ISC, il y a une chose qui vous tient particulièrement à cœur et sur laquelle vous insistez souvent, c'est la culture générale. Et on a une question sur pourquoi la culture générale vous tient à cœur. C'est bien parce que quand on vous reçoit dans les émissions, c'est souvent une question qui revient. Mais alors, voilà. Comme vous nous avez déjà fait la réponse sur des émissions précédentes, je voudrais poser la question à Soraya. Est-ce que vous avez senti l'importance de la culture générale à l'ISC? Est-ce que c'est quelque chose qui, vous, en tant qu'étudiante, soit lors de l'entretien, soit ensuite, au cours de votre cursus, vous a frappé? Est-ce que vous avez vraiment senti quelque chose de spécifique? Oui, totalement. Et d'ailleurs, j'avais un peu peur de lâcher prise avec la culture générale, puisqu'on nous l'enseignait en classe préparatoire. Et je me disais qu'en arrivant en école de commerce, on allait peut-être moins en faire ou plus du tout percevoir cet aspect-là. Et en fait, c'était totalement le contraire. L'année dernière et même en première année, on avait des conférences qui étaient organisées, vous savez, les jeudis citoyens, avec des philosophes. On a vraiment un socle, en tout cas, de connaissances en culture générale qui est préservé et qui est déployé, qui est grandi chaque année. Et je pense que c'est hyper important. Et en tout cas, moi, je suis satisfaite d'être dans une école qui promeut en tout cas la culture générale. Ça s'est senti pendant votre entretien, enfin pendant les entretiens, soit de motivation, soit entretien mitraillette, cette importance de la culture générale Oui. Vous l'avez ressenti pendant l'entretien? Oui. Vous verrez que, enfin, pas vous, mais en tout cas les candidats préparationnaires, c'est vraiment des questions qui touchent un petit peu à tout. Il n'y a pas de domaine spécifique, on n'est pas spécialisé en histoire ou en économie. Voilà. On voit vraiment la diversité des choses auxquelles on peut toucher dans une association, dans une école. Et voilà, donc c'est un peu surprenant, on est un petit peu assailli de questions, mais finalement, ce que je retiens de mon entretien, c'est que c'était vraiment sympathique. En tout cas, c'était un moment sympathique. C'était drôle et c'était hyper rapide. 20 minutes, on est sympa. On dit souvent que l'art du commandement, c'est la culture générale. Derrière Alexandre le grand stratège, il y avait Aristote. Eh bien, c'est cela qu'on a envie de partager. Ça veut dire que pour être un dirigeant, il faut avoir une certaine hauteur de vue. Il faut avoir un horizon. Il faut pouvoir se lever et se tenir debout. Il faut construire des citoyens de qualité qui prennent des responsabilités. Eh bien, je suis convaincu qu'il faut donc un socle, ce qu'on peut appeler des humanités, le plus large possible pour forger ses convictions, qu'ils soient politiques, économiques, etc. Prenez les dirigeants quand ils prennent la parole à la télévision, à la radio, donc vous voyez bien que ce sont des personnes qui maîtrisent la dialectique, la rhétorique, le français, qui tentent bien entendu de convaincre. Tout cela, quand on dit parler avec vos tripes, eh bien, ça émane de ce socle dit des humanités. Alors aujourd'hui, culture générale. Pour en venir un peu sur l'envers finalement de l'organisation, vous savez que pour le bac, le ministère de l'Éducation nationale donne un certain nombre de consignes à tous ces examinateurs pour maintenir quelque chose d'assez homogène. On peut supposer que pour vos oraux, vous recevez beaucoup d'étudiants, vous avez un certain nombre de membres de jury, pour garder une certaine homogénéité dans votre recrutement, vous leur donnez un certain nombre, non pas d'instructions, mais de lignes directrices dans ce qu'ils doivent demander aux étudiants. Il y a des grilles, voilà. On a des grilles d'analyse, parce qu'il faut tenter, bien entendu, dans ce type d'exercice,
qui est difficile, le recrutement. Imaginez quand vous recrutez un collaborateur, c'est compliqué. Alors quand on recrute des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont en formation, donc c'est important de ne pas commettre d'erreurs. Donc on a des grilles d'analyse qui sont assez précises, qui nous permettent bien entendu d'identifier, et on les remplit pendant pour identifier l'autonomie, pour identifier la curiosité, pour identifier les valeurs, la résilience du candidat, enfin des questions. Bon, voilà. Et donc, les consignes que je donne au jury, c'est de discriminer. Il ne faut pas de note moyenne. Ça ne sert à rien de donner une note moyenne. Ce qui est intéressant, c'est de donner de véritables notes d'intégration. C'est le candidat, nous souhaitons le voir chez nous. Nous lui envoyons un message. Donc, des notes moyennes, ça ne sert à rien. Donc, il est important de discriminer le mieux et de façon ferme pour dire tel candidat ou telle candidate, sa personnalité, son envie, elle souhaite intégrer notre école. Tentons d'aller la chercher, enlever le vernis. Pendant des années, j'ai participé à des jurys. Qu'est-ce que j'ai vu? Des jeunes filles et des jeunes garçons qui viennent bien habillés, la cravate, les jeunes filles en tailleur, etc. Ils sont dans une posture. Et qu'est-ce que nous allons faire, nous, les membres du jury? Nous allons gratter le vernis. Nous allons voir si derrière cette apparence, il y a une personnalité et que cette personnalité, elle est sincère. Vous étiez dans cette posture le jour de votre entretien? Oui, c'est évident. Oui, j'ai été dans cette posture et joli tailleur. Oui, évidemment. C'est la première impression, comme on dit, compte toujours. Donc, dès l'entrée dans la salle d'entretien, de personnalité ou de culture générale, c'est là qu'on voit si le candidat, on va arriver plus facilement à le déstabiliser ou comment aborder l'entretien, etc. Donc, je pense que c'est même rassurant d'être habillé correctement, d'être présentable. C'est vraiment la première impression et c'est important d'y accorder de l'attention. Alors, puisqu'on est sur des détails un peu pratiques, quels sont les petits conseils pratiques que vous donnez? Parce que ça commence finalement au moment où on ouvre la porte et où on se présente. On dit bonjour, on attend qu'on vous invite à s'asseoir. C'est quoi tous les petits trucs qu'il faut savoir finalement pour être bien à l'aise et être détendu? Voilà, à mon avis, on entre. Donc normalement, le jury appelle le candidat qui est déjà présent devant la salle, avec l'admisseur évidemment. Donc il est appelé à rentrer dans la salle. Il attend bien sûr il donne sa convocation. Il attend qu'on lui propose de s'asseoir. Il s'assied. Et puis commence l'entretien. La posture aussi est hyper importante. Quand on s'assied, on n'est pas avachi, on essaie de se tenir droit. Pour les filles, si on est en jupe, on croise les jambes. Voilà, c'est des détails, mais finalement, c'est l'impression qu'on donne et c'est hyper important. Et ensuite, l'entretien démarre. De toute manière, les deux entretiens qu'on propose, donc l'entretien de personnalité et l'entretien de culture générale, c'est des échanges, surtout, c'est de la discussion. Donc, c'est pour ça que aussi, ça ne se prépare pas vraiment. Voilà, faut juste rester ouvert, souriant. Et même si on voit qu'on n'arrive pas à répondre à 3-4 questions d'affilée, faut pas se braquer. Voilà, faut continuer, faut aller chercher d'autres pistes de réflexion. Si on n'arrive pas à répondre à la question précisément, faire des liens spatio-temporels, voilà, ne pas hésiter à vraiment chercher d'autres solutions aux questions. Et vous avez posé des questions au jury? Parce que ça arrive dans des entretiens que finalement vous posiez des questions au jury. Ça peut arriver. Les membres du jury peuvent curiosité. Parfois inviter le candidat à poser une question, tout simplement en disant: est-ce que nous avons fait le tour? Est-ce que vous pensez, monsieur ou mademoiselle, est-ce que vous souhaitez poser une question aux membres du jury? Nos jurys à l'ISC Paris, ils sont bienveillants. On accueille le candidat. Soraya l'a justement dit, il y a toujours une jeune fille, un jeune garçon, des admisseurs qui accompagnent le candidat et la candidate jusqu'à la porte du jury, de l'examen, et puis on l'accueille de façon bienveillante. Question, est-ce qu'il faut serrer la main ou pas des membres du jury? Oui, si on le sent bien, si on maîtrise cela et si on maîtrise ses émotions,
alors il faut tendre la main et dire bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour messieurs. Je crois qu'il n'y a pas de règles spécifiques, il faut se sentir à l'aise. On pourrait même dire est-ce qu'il faut porter une cravate ou pas. Il y a des candidats qui ont une chemise, on ne veut pas cravate et qui assument pleinement, il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour sanctionner et les jurys n'ont jamais sanctionné le port ou pas de la cravate. Soyons sérieux. Sans le savoir, vous venez de répondre à une question qui nous est posée, y a-t-il une tenue idéale? Et on va répondre c'est la tenue dans laquelle on se sent à l'aise. Il y a une tenue, comme on peut dire, correcte, une tenue avec le minimum de codes sociaux dans notre société. Surtout. Je ne conseille pas aux candidats de venir avec un jean troué. Je ne conseille pas aux candidats de venir avec une casquette à l'envers. Je crois qu'il y a un minimum. Personnellement, les membres du jury ont une tenue, respectent les candidats, c'est tout à fait normal que les candidats respectent aussi les jurys. Et surtout, ne jamais porter de vêtements, de chaussures ou quoi qui n'ont jamais été portés auparavant, parce qu'on peut vite se sentir mal à l'aise. Ça, c'est un bon conseil pratique. Hein. Voilà. Très pratique. Ouais. Et avoir mal aux pieds. Et oui, ça déstabilise. On a parlé entretien mitraillette, entretien de motivation, de personnalité finalement. Il y a les épreuves de langue. Oui, et c'est important. Il ne faudrait pas oublier ces épreuves un peu techniques finalement. On peut gagner des points avec les épreuves de langue. L'ISC Paris est dans une banque d'épreuves. On trouve une quinzaine d'écoles, la banque dite Iéna. Les sujets de la banque Iéna sont de très bons sujets. Je rends hommage aux professeurs qui interviennent, professeurs de classe prépa qui travaillent avec nous. C'est un dialogue. Donc là, ce n'est pas un texte. Les candidats écoutent un dialogue entre toujours deux personnes qui parlent d'un thème. C'est toujours une langue dans un contexte, c'est important. Donc ce n'est pas simplement la maîtrise, comme on dit, langagière, mais c'est aussi la maîtrise d'une culture. Si on parle espagnol, il est quand même bon d'apprendre, de savoir ce qui se passe en Espagne, de comprendre ce qui se passe en Amérique latine. S'il y a un sujet anglais, il y aura des questions sur la société anglo-saxonne, américaine, voilà. Donc la langue est aussi le prétexte à aborder des questions sociopolitiques, sociétales, dans un contexte international. Si on peut rappeler le système en fait, de notation et d'importance des épreuves les unes par rapport aux autres. Ben, la notation, c'est, alors pour l'épreuve de langue, là, donc il y a une grille, hein, et c'est une grille qui est très précise, par exemple la qualité de la prononciation, le lexique employé, la syntaxe, etc. Et tout cela arrive à une note sur 20, avec un coefficient de 5, c'est quand même important. C'est-à-dire que les deux langues, LV1 et LV2, vous avez déjà, avec une bonne prestation, un candidat peut assurer déjà 10 coef. Et 10 coef, vous montez très 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 vite, bien entendu, dans la hiérarchie. Ensuite, l'entretien de motivation, dans la plupart des écoles, c'est on dit un coef assez important, on dit très gros coef, ça peut être 15, ça peut être 20, coef de 20, donc c'est important d'avoir une stratégie et on invite les candidats à bien préparer ces épreuves. Il ne faut pas venir la fleur au fusil, hein, comme on dit. Hein. Souvent, les candidats, je vous l'ai dit, vraisemblablement 7 ou 8 écoles cette année, ils peuvent se dire « je vais choisir une école pour venir m'entraîner ». Je crois que c'est une très mauvaise stratégie. Il faut un profond respect des écoles. Et il faut aller chercher avec envie, avec toujours la puissance intellectuelle, avec l'excellence pour dire oui, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour avoir des très très bonnes notes. Voilà. Vous vous souvenez de vos meilleures prestations par rapport à ces épreuves de langue, l'entretien de motivation, du mitraillette? Parce qu'on a ces résultats après, on sait comment on a performé sur chacune de ces on ne le sait pas immédiatement, non, mais à la fin. On le saura à la fin. Il y a une grille et il y a une feuille de notation, un bulletin de notes du concours qui est adressé à chaque candidat. Donc le candidat sait quelle est sa performance dans chaque épreuve. Et finalement, pour l'anecdote, je me souviens que j'avais du coup réussi l'épreuve que je pensais avoir le plus ratée. Donc c'était l'épreuve de culture générale. Je pense que en tout, j'ai répondu correctement, enfin justement à 30% des questions, et le reste c'était que, voilà. c'est. Vous êtes allé chercher de la couture, quoi. Réponses. Ouais, mais c'était ça. Hein. Mais du coup, voilà, je suis allée chercher des réponses un peu plus vagues. Enfin, et au final, c'est l'épreuve que j'ai le mieux réussi. Donc j'étais contente. C'était une bonne surprise.
Vous avez parlé on a parlé des épreuves de langue banquiana. On a une jeune femme qui est originaire des Dom-Tom, Oui. qui nous dit je vais passer ces épreuves, j'arrive des Dom-Tom, j'ai pas de solution de logement sur Paris. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour moi? Eh bien, il n'y a aucun problème. À l'ISC Paris, nous sommes une école généreuse. Elle sera accueillie et logée par nos soins. On lui proposera une solution de logement et c'est gratuit. Voilà. Les élèves vont l'accueillir. Mais on vous prévient avant, enfin, il faut vous prévenir avant il faut quand même. prévenir, il faut téléphoner. Tout cela sera indiqué sur un site. Des jeunes filles et des jeunes garçons de l'école seront à leur disposition pour la prise de rendez-vous. Et avec l'anticipation nécessaire, souvent c'est 24 heures, pas plus, on a des solutions et les solutions sont adaptées pour que chaque candidat et candidate puisse se consacrer aux épreuves. Vous faites partie de l'équipe des admisseurs de cette année? Oui, voilà. Ouais. C'est la chef. C'est la chef. Ah, vous êtes responsable de l'équipe des admisseurs. Chef, voilà. Ouais. Donc c'est vous qui avez en charge la lourde responsabilité de toute la logistique Et, oui, et de donner la meilleure image de l'école. Et oui, donc en fait, c'est pour ça. Ça tombe bien, on avait tout prévu, donc il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Il y aura un service qui s'appelle le Bed and Breakfast qui sera mis en place. Et donc c'est entièrement gratuit, 100% gratuit. Donc il y a le logement, c'est limite nourri, logé, presque blanchi. Donc on loge l'étudiant chez un étudiant qui a été sélectionné au préalable. On a visité son appartement, vérifié que tout allait bien. Le matin, le candidat est accompagné jusqu'à l'ISC Paris, où il pourra prendre son petit déjeuner aussi gratuit. Le déjeuner du midi est aussi offert et on offre une visite de Paris qui s'appelle le Paris by Night. Donc c'est un open tour de Paris où on voit justement les plus beaux monuments, tous ensemble dans une ambiance très conviviale. En dehors du service que vous rendez, c'est une belle expérience, cette organisation logistique, parce que c'est quand même une belle organisation logistique, assez lourde. Bah, c'est une belle expérience entre nous déjà, en tant qu'admisseurs pour l'équipe. Forcément, ça renforce les liens, mais c'est aussi une expérience riche en rencontres, étant donné que tous les jours, chaque jour est un nouveau jour. On a chaque jour des candidats différents, des personnalités différentes, plus ou moins attachantes, donc c'est une belle expérience évidemment. On a deux questions assez spécifiques de Thomas qui nous dit en quoi consiste l'épreuve de spécialité du concours? Alors, on n'a pas d'épreuve, nous, de spécialité du concours. Donc, je pense que là, le candidat s'est trompé d'émission. C'est trompé. Nos épreuves sont spéciales, c'est vrai. Notre spécialité, hein, je rappelle pour les candidats, nous sommes donc membres de la Banque commune d'épreuves. Donc, il y a eu les épreuves. Donc, et jeudi, il y aura donc les résultats. L'étudiant qui est admissible doit choisir s'il est affecté dans notre centre d'examen, eh bien, le rendez-vous pour la langue 1 et la langue 2. Et si, en plus, il souhaite passer les deux épreuves chez nous, il y aura l'épreuve de motivation et l'épreuve de culture générale. Et c'est cette épreuve de culture générale qui est peut-être dans son esprit, notre spécialité. Alors, voilà. Comme Thomas nous pose plusieurs questions, je lui rappelle qu'on nous sommes sur le cadre des oraux de l'ISC, puisqu'il nous parle du programme de l'ITB. Voilà. Donc, de l'ITP? De l'ITB. Ah, l'ITB, c'est un double. Alors là, en revanche, c'est un double diplôme. Oui, cet internaute est attentif. Il a bien regardé toute notre offre éducative. Oui, en effet, cette année, nous avons signé l'année dernière avec le CFPB, avec le Centre de la profession bancaire, et nous offrons en deuxième et troisième année la possibilité de suivre un cursus pour avoir le double diplôme, le diplôme de l'ISC Paris, Master in Management, et le diplôme de la profession bancaire, qui est le meilleur diplôme et au meilleur niveau académique si on veut aller vers des métiers de la banque. Alors, sa question est un petit peu plus précise. Voilà. Il demande si on peut intégrer ce parcours en troisième année. Et pourquoi le demande-t-il? Parce qu'il se demande si ce n'est pas un peu tôt en deuxième année. Il n'est pas certain de son choix. C'est pas en troisième année. Là, malheureusement, quand on fait de la pédagogie, quand on fait de l'ingénierie pédagogique, il y a quand même des parcours. On ne peut pas tout faire. Cette formation s'adresse à nos élèves qui intègrent en première année et ils feront le choix de leur spécialité en deuxième et troisième année. Donc, c'est un parcours qu'il faut suivre pendant 2 ans. Voilà. Question qui nous a aussi posée, puisqu'on a parlé du cas de cette jeune femme tout à l'heure qui était dans les Dom-Tom, à qui vous proposez des solutions de logement. On nous demande de confirmer que ça s'adresse bien aussi à ceux qui viendraient de province. Oui. Tout à fait, tout à fait. Nous et même aux Parisiens ou ceux qui habitent dans la banlieue de Paris, qui habitent un peu loin, comme le 91, etc., qui ne peuvent pas rentrer par leurs propres moyens, on leur propose aussi. C'est vraiment un service ouvert à toutes les préparations. On essaie de mettre, il faut que le candidat sache qu'il n'aura pas de problème matériel à résoudre. Voilà. Et donc il doit se concentrer sur ses examens.
Et le rôle de l'école avec mes étudiants, c'est d'offrir le meilleur service. On pourrait dire, comme une entreprise, c'est le meilleur service client pour qu'il y ait concentration maximale sur les épreuves. Voilà. C'est un peu, on sait déjà que les oraux c'est une épreuve, sont une épreuve assez difficile et stressante, donc on essaie d'éviter un peu tous les tracas qui parasitent cette période. Donc on a bien compris que c'était vraiment une organisation bien rodée qui se mettait en place. Tout à l'heure, vous nous avez dit, en fait, vous avez réussi là où vous pensiez avoir moins bien réussi ou carrément échoué. Quel est votre meilleur souvenir de ces oraux? C'est les moments que j'ai passés sur le bus notamment, le Paris by Night avec tous les admisseurs où vraiment on a pu parler de l'école mais un peu moins formellement, on a pu échanger sur des petits détails, sur des événements pendant l'année. C'était un critère de choix qui fait vivre. Au final, ça a influencé votre choix? Ah oui, totalement. En fait, l'ISC, c'était la dernière école que je passais. Donc, j'avais vu un petit peu tout. J'avais fait mon tour de France. Je m'étais fait une opinion sur les autres écoles. Et arrivé à l'ISC, j'ai découvert l'école de commerce comme je ne l'avais jamais vue, en fait. Et voilà, ça m'a vraiment marqué. D'ailleurs, dans la stratégie de choix de ce Tour de France des oraux, il faut mettre les écoles qu'on veut vraiment voir à la fin, au début. Il y a une stratégie qu'on peut faire. Je n'ai pas de règle. 25 ans de métier, j'ai vu de tout. J'ai vu le comportement des étudiants. C'est déjà difficile d'organiser le Tour de France parce qu'entre les trains, les avions, la voiture, papa, maman, de temps en temps, malheureusement, chaque année, il y a toujours un petit mouvement d'humeur. Chez les cheminots, etc., ou parfois chez les aiguilleurs. Donc tout ça, c'est toujours compliqué, mais malgré tout, les étudiants arrivent à faire le nécessaire. Non, il n'y a pas de stratégie particulière. Je crois qu'il faut avoir en tête, et j'invite les candidats à découvrir les écoles. Il faut voir sur place meilleure ouverture, un esprit le plus ouvert possible pour faire un choix final. On a bien compris que c'était votre critère le plus important de sélection. On a parlé de votre meilleur souvenir le moins plaisant, celui qui vous a laissé un peu mitigé, parce qu'il y a toujours un moment où finalement on ne se sent pas à l'aise, on se dit... je pense que c'est à la sortie de mon entretien. On avait bien ri, certes, mais j'avais l'impression vraiment d'être passé à côté de mon entretien. C'est passé hyper vite. 20 minutes, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est rien. C'est le temps de quelques échanges. Et j'étais un peu frustrée, en fait, de ne pas avoir l'impression d'avoir fait mes preuves et de ne pas avoir capitalisé sur tout ce que j'avais appris pendant mes deux années de prépa. Toujours sur la préparation des oraux, parce que c'est beaucoup de questions tournent autour de ça. On nous demande est-ce qu'il est utile de prendre des cours de théâtre pour maîtriser son expression orale, et est-ce qu'il existe vraiment, et ça c'est d'autres questions, des astuces, vraiment des trucs presque physiques pour maîtriser son appréhension, parce que c'est aussi quelque chose, il y a l'appréhension de l'expression orale. Alors, quand on dit, il y a des candidats, les candidats qui ont fait du théâtre s'en sortent très bien parce qu'ils arrivent à maîtriser effectivement ces émotions. Ils ne rougissent pas, ils n'ont pas les mêmes moites, donc ils savent maîtriser. Le langage, c'est important, les gestes. Ils accompagnent des gestes sans avoir des gestes qui ne soient pas contrôlés, donc les gestes sont totalement bien maîtrisés, donc c'est important. Beaucoup de classes prépa organisent aujourd'hui des séances et des oraux blancs tout au long de l'année, avec d'ailleurs des personnalités extérieures. Et nous-mêmes, nous participons et donnons un coup de main à ces classes préparatoires. Et encore une fois, je remercie l'ensemble des professeurs des lycées qui nous laissent rentrer. Et on amène donc le savoir-faire. Oui, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner aussi devant une glace à parler pour maîtriser, regarder les gens dans les yeux. C'est important quand on parle, on regarde les gens dans les yeux. Allez. Soraya, vous êtes très à l'aise aujourd'hui, alors qu'il y a des caméras. Vous étiez aussi à l'aise pour votre entretien? Est-ce que vous étiez préparé avant? Oui, dans ma classe prépa, on avait justement des simulations d'entretien. Il se trouve que mes entretiens s'étaient très bien passés déjà en prépa, donc j'étais un peu rassurée. Et puis, comme je vous le disais, au bout d'un moment, j'avais passé plus d'une dizaine d'écoles. Donc en entretien, j'étais un peu rodée. Et puis voilà, donc ça s'est très bien passé. Après, ce qu'il faut retenir, je pense d'important, c'est de bien articuler, de prendre son temps et de réfléchir avant de parler, même si ça paraît un peu évident, c'est pas toujours le cas. Pas évident avec l'entretien mitraillette. Oui, voilà, donc on a juste envie de répondre, peut-être répondre un peu rapidement, et au final on regrette peut-être à un moment donné d'avoir parlé trop vite et de pas assez avoir réfléchi
à la question. Parler en public, c'est un très bon exercice. On peut faire ça, on peut s'entraîner avec ses parents, on peut s'entraîner avec des amis, on se met debout, on dit allez en 3 minutes, tente de donner une définition, en 3 minutes, tente une conclusion, en 3 minutes, présente-toi. Voilà, je crois que ce type d'exercice, c'est important. Ce live arrive à sa fin, mais je ne peux pas résister à l'envie de vous poser une question qui vient d'arriver et qui me fait sourire parce que bon, c'est vrai que je connais un peu. Et on nous pose la question, que signifie votre marguerite cognitive? Ah, parce que... Et, alors là, voilà, et là, ça me fait rire parce que je sais qu'on en a parlé il y a quelques jours, hein, pour être clair. Oui. Mais voilà, qu'un internaute pose la question, ça m'amuse. Oui, alors j'ai fait avec 2 autres collègues, on a tenté de faire un transparent à la disposition bien entendu des candidats et des candidates, et j'ai essayé de ramasser, bien entendu, l'ensemble des éléments. Quand on dit cognitif, ce sont l'ensemble des éléments que l'on va, bien entendu, dans notre cerveau, tenter de macérer, tenter d'organiser. Et j'ai utilisé la métaphore de la marguerite parce que j'ai mis au milieu, bien entendu, l'entretien. Et puis à côté, dans les pétales, j'ai mis un certain nombre d'éléments. Et ces éléments-là sont des éléments fondamentaux de l'entretien. Un entretien réussi, il faut de l'empathie, de la sympathie, il faut une bonne rhétorique, il faut une bonne maîtrise des gestes, il faut une bonne maîtrise de ses émotions, et il faut tenter, et bien entendu, de ne pas trop bouger, etc. etc. Et donc j'ai ramassé tout cela sur les aspects cognitifs, le cerveau, c'est les sciences cognitives, et la marguerite qui était bien entendu la métaphore. Alors j'invite tous les internautes qui sont intéressés par cette analyse à aller sur votre site. Il y a un PDF qui est très bien fait, qui reprend tout ce que vous venez de nous dire, voilà, et qui est vraiment très intéressant. Merci Soraya et Andrés d'avoir répondu aux questions des internautes, dont on espère qu'elle va les aider à bien préparer cette épreuve ou ces épreuves orales et à bien réussir leur intégration dans leur école. Merci à Studirama, et puis j'invite les internautes à venir sur ce site. Bonne soirée, merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres lives.